Bonjour, pardon, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Pardon pour le bruit, je me recule. Voilà. Alors, vous avez manqué une loutre qui jouait dans l'eau quand je suis arrivée. J'espère que vous la croiserez. Et aussi un magnifique héron. Voilà. Mais vous avez le cheval qui revient déjà, qui est très beau. Les petits oiseaux. Et vous avez manqué un train. J'espère qu'il y en ait plus d'un. Ainsi que des voitures. Bon, j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Je reprends tout de suite la lecture de Jane Eyre, le chapitre 25. Je vous dis à tout à l'heure après cette lecture et merci beaucoup pour votre écoute. Je crois que je vais terminer dans le noir, mais j'ai prévu une lampe. Cette fois, parce que ça m'a fait rater une lecture d'à la recherche du temps perdu l'autre jour. Bref, peu importe, allez j'y vais. Merci beaucoup pour votre écoute. Et à tout à l'heure. Chapitre 25. Le mois consacré à la conquête de l'amour était écoulé. Ces dernières heures elles-mêmes étaient comptées. On ne pouvait retarder la marche du jour qui approchait, le jour du mariage. Tous les préparatifs en vue de son arrivée étaient achevés. Je n'avais pour ma part plus rien à faire. Mes malles étaient là, remplies, fermées à clé, cordées, alignées contre le mur de ma petite chambre. Demain, à cette heure-ci, elle serait déjà loin en direction de Londres et moi de même. Deo volente, si Dieu le permet. Ou plutôt non, pas moi, mais une certaine Jane Rochester, une personne que je ne connaissais pas encore. Il n'y avait plus qu'à clouer les cartes portant l'adresse, 4 petits carrés posés sur la commode. Mr. Rochester avait écrit de sa main sur chacune d'elles « Mrs. Rochester, Hôtel, Londres ». Je ne pouvais me résoudre à les fixer, ou à les faire fixer. Mrs. Rochester. Elle n'existait pas. Elle n'allait naître que demain, un peu après 8 heures du matin, et je voulais attendre d'être certaine qu'elle viendrait au monde bien vivante, avant de lui attribuer la propriété de toutes ces choses. Il suffisait que là-bas, dans la penderie, en face de ma table de toilette, des vêtements qu'on disait être à elle eussent déjà remplacé ma robe de lainage noir de Lowood et ma capote de paille. Car ce n'est pas à moi qu'appartenait cette toilette de mariée. La robe gris de perles, le voile léger, suspendu au porte-manteau qu'elle avait usurpé. Je fermai le cabinet pour ne plus voir ces étranges atours, semblables à ceux d'une apparition et qui, à cette heure tardive, il était alors 9 heures, répandaient une lueur vraiment spectrale dans l'ombre de la pièce. « Je vais te laisser seule, pâle rêve, dis-je. J'ai la fièvre, j'entends le vent souffler, je vais sortir pour sentir son haleine. » Ce n'était pas seulement la hâte des préparatifs qui me rendait fiévreuse, ni l'avant-goût du grand changement. La vie nouvelle qui allait commencer demain. Sans doute ces deux choses avaient-elles contribué à me mettre dans l'état d'agitation, d'excitation qui me poussait dehors à cette heure tardive, dans le parc devenu sombre. Mais il y avait une troisième raison dont l'influence pesait davantage sur mon esprit. Une étrange angoisse m'étreignait le cœur. Il s'était passé quelque chose que je ne pouvais comprendre. Un événement que j'étais seule à connaître, dont j'avais été l'unique témoin, s'était produit au cours de la nuit précédente. Mr. Rochester, absent cette nuit-là, n'était pas encore rentré. Appelé dans un petit domaine de 2 ou 3 fermes qu'il possédait à une trentaine de milles, il avait dû aller en personne régler certaines affaires en prévision de son projet de quitter l'Angleterre. J'attendais alors son retour, impatiente d'alléger mon esprit en lui demandant de résoudre l'énigme qui m'intriguait. Attendez qu'il revienne, lecteur. Lorsque je lui révélerai mon secret, vous partagerez avec lui ma confidence. Je me rendis dans le verger, à la recherche d'un abri contre le vent qui n'avait cessé de souffler du sud avec force tout le jour sans pourtant amener une goutte de pluie. Loin de se calmer à la tombée de la nuit, ces rafales étaient devenues plus violentes, ces hurlements plus profonds. Les arbres demeuraient fortement penchés d'un même côté, sans se relever ni se tordre.
C'est à peine si d'heure en heure leurs branches se redressaient, tant leur faîte était inclinée vers le nord sous la poussée incessante du vent. Chassés d'un pôle à l'autre, les nuages dans leur course rapide pressaient leurs masses les unes contre les autres. Pas un coin de ciel bleu n'avait été visible durant toute cette journée de juillet. Ce n'était pas sans un certain plaisir sauvage que je courais dans le vent. Ce torrent d'air infini qui grondait comme un tonnerre à travers l'espace libérait mon esprit troublé. Descendant l'allée de Laurier, je me trouvais en face de l'épave du marronnier qui se dressait, noir et fracassé. Le tronc fendu en son milieu béait convulsivement de façon effrayante. Les deux moitiés n'étaient pas séparées. La base solide de l'arbre et ses racines vigoureuses les unissaient encore, mais la communauté de leur vie était détruite. La sève n'allait plus de l'une à l'autre, leurs grosses branches de chaque côté étaient mortes. Les tempêtes du prochain hiver ne manqueraient pas d'en terrasser une, sinon les deux. Pour le moment, on pouvait toujours dire qu'elle ne faisait qu'un seul arbre, une ruine, mais une ruine aux éléments encore intacts. « Vous avez bien fait d'avoir tenu fortement l'un à l'autre, dis-je, comme si ces monstrueux éclats de bois étaient des êtres vivants pouvant m'entendre. Dévastés, carbonisés, roussis comme vous êtes, il me semble pourtant qu'il doit y avoir encore en vous une légère sensation de vie que vous tenez par vos attaches aux fidèles et loyales racines. Vos feuilles ne reverdiront plus, vous ne verrez plus jamais d'oiseaux faire leur nid dans vos branches, vous ne les entendrez plus chanter leurs idylles. Le temps du plaisir et de l'amour est passé pour vous. Mais vous n'êtes pas solitaire. Chacun de vous a un compagnon pour sympathiser avec lui dans sa déchéance. » Tandis que je levais la tête pour les regarder, la lune apparut un instant dans la partie du ciel qui comblait leurs fissures. Son disque à demi obscurci était d'un rouge sang. Elle sembla me jeter un regard ébahi, sinistre, et se plongea aussitôt dans l'épais amoncellement des nuages. Le vent tomba un moment autour de Thornfield. Mais au loin, sur les bois, sur les eaux, on entendait des gémissements sauvages, lugubres, si tristes que je m'enfuis. J'irais çà et là dans le verger et je ramassais des pommes qui, en abondance, jonchaient l'herbe au pied des arbres. Puis je m'employais à trier les murs pour les porter à la maison et les ranger dans l'office. Je me rendis alors dans la bibliothèque pour m'assurer qu'on y avait fait du feu. Bien que ce fût l'été, je savais que Mr. Rochester, par une soirée aussi mélancolique, aurait plaisir à trouver en rentrant un feu donnant de la gaieté. Oui, il était déjà allumé et flambait bien. Je mis son fauteuil au coin de la cheminée, je roulai la table à côté, baissai le rideau et fis apporter des chandelles, toutes prêtes à être allumées. Plus agitée que jamais, lorsque j'eus terminé ces préparatifs, je ne pus rester assise tranquille, ni même demeurer dans la maison. Une petite pendule dans la pièce et la vieille horloge du vestibule sonnèrent 10 heures en même temps. Comme il se fait tard, dis-je, je vais descendre en courant jusqu'aux grilles. Il y a clair de lune à certains moments. Je verrai à une bonne distance sur la route. Il doit être en train de revenir maintenant. J'éviterai quelques minutes d'anxiété en allant à sa rencontre. Le vent mugissait avec violence dans les grands arbres qui faisaient voûte au-dessus des grilles, mais aussi loin que je pouvais voir, à droite, à gauche, la route était complètement silencieuse et déserte. Sans l'ombre des nuages qui la traversaient de temps en temps, quand la lune apparaissait, elle n'eût été qu'une longue ligne pâle qu'aucun point mouvant n'animait. Une larme d'enfant voila mes yeux tandis que je regardais, larme de désappointement, d'impatience. J'en eus honte et la séchai rapidement. Je demeurai là. La lune s'enferma définitivement chez elle et tira hermétiquement son rideau d'épais nuages. La nuit s'assombrit. La pluie se mit à tomber, fouettée par la tempête. « Oh, que je voudrais qu'il arrive !»« Oh, que je voudrais qu'il arrive !» m'exclamai-je, me sentant envahir par un sinistre pressentiment. J'avais pensé qu'il rentrerait avant le thé. Maintenant, il faisait nuit. Qu'est-ce qui pouvait le retenir? Était-il arrivé un accident? L'événement de la nuit précédente me revint à l'esprit comme un présage de malheur. J'eus peur que mes espoirs ne fussent trop beaux pour se réaliser.
J'avais été comblée d'un tel bonheur ces derniers temps, qu'il me semblait que mon destin avait passé son apogée et devait à présent décliner. Je ne puis retourner à la maison, pensai-je. Je ne peux pas m'asseoir au coin du feu pendant qu'il est dehors par ce mauvais temps. Il vaut mieux fatiguer mes membres que torturer mon cœur. Je vais aller au-devant de lui. Je partis sur la route. Je marchais vite, mais n'allais pas loin. Avant d'avoir fait un quart de mille, j'entendis le martèlement des sabots d'un cheval. Un cavalier arrivait au grand galop, un chien courait à son côté. Plus de tristes pressentiments, c'était lui. Il était là, monté sur Mesrour et suivi de pilotes. Il m'aperçut, car la lune s'était ouverte, un chemin azuré dans le ciel et s'avançait en répandant une humide clarté. Il ôta son chapeau et l'agita au-dessus de sa tête. Je courus alors à sa rencontre. « Là !» s'exclama-t-il, se penchant sur sa selle et me tendant la main. « Il est bien évident que vous ne pouvez pas vous passer de moi. Mettez le pied sur le bout de ma botte, donnez-moi les mains et montez. » J'obéis. La joie me rendait agile. Je sautai devant lui où je fus accueilli par un cordial baiser. Il était fier de son triomphe et s'en vantait quelque peu, ce que j'acceptais de mon mieux. Il domina cependant son exaltation pour me demander « Mais que se passe-t-il, Jeannette, pour que vous soyez venue à ma rencontre à pareille heure? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?»« Non, mais je croyais que vous ne reviendriez jamais. Je ne pouvais plus supporter de rester à la maison à vous attendre, surtout par cette pluie et ce vent. » La pluie, le vent, en effet. Oui, vous êtes ruisselante comme une sirène. Enveloppez-vous dans mon manteau. Mais je crois que vous êtes fiévreuse, Jane. Votre joue et votre main sont brûlantes. Encore une fois, que se passe-t-il? Rien, je ne suis plus effrayée à présent. Je ne suis plus malheureuse. Mais vous l'avez été? Oui, en effet, mais je vous raconterai tout cela bientôt, monsieur. Sans doute rirez-vous de mon inquiétude. Je rirai de vous de bon cœur lorsque demain sera passé. Jusque-là, je ne l'ose pas, ma victoire n'est pas certaine. Vous voilà donc, vous qui pendant ce dernier mois avez été aussi fuyante qu'une anguille, aussi épineuse qu'une églantine. Je ne pouvais vous toucher sans me piquer les doigts, et voilà que j'ai l'impression d'avoir recueilli dans mes bras un petit agneau égaré. Errant aussi loin du bercail, vous étiez à la recherche de votre berger, n'est-ce pas, Jane? Je désirais vous retrouver, mais ne vous vantez pas. Nous voici à Thornfield, laissez-moi descendre. Il me déposa sur la terrasse. Tandis que John emmenait son cheval et qu'il entrait après moi dans le vestibule, il me dit d'aller bien vite mettre des vêtements secs et de revenir auprès de lui dans la bibliothèque. Il m'arrêta encore au moment où je me dirigeais vers l'escalier, me faisant promettre de me hâter. Au bout de 5 minutes, ce qui ne fut pas long, je le rejoignis. Il était en train de souper. « Asseyez-vous et tenez-moi compagnie, Jane. S'il plaît à Dieu, c'est l'avant-dernier repas que vous prendrez à Thornfield Hall avant longtemps. » Je m'assis auprès de lui, mais déclarai qu'il m'était impossible de manger. Est-ce la perspective de votre prochain voyage, Jane? Est-ce l'idée d'aller à Londres qui vous coupe l'appétit? Je n'arrive pas à voir clairement tout cela ce soir, monsieur. Je ne sais trop quelle pensée s'agite dans mon esprit. Tout dans la vie me paraît irréel. Sauf moi, je ne suis pas immatériel, touchez-moi. Vous, monsieur, plus que tout le reste, me semblez une illusion, un simple rêve. Il étendit sa main en riant. « Est-ce un rêve, cela ?» dit-il, l'approchant tout près de mes yeux. Il avait la main arrondie, musclée, vigoureuse, le bras long et fort. « Oui, bien que je le touche, c'est un rêve, dis-je en l'éloignant de mon visage. « Avez-vous fini de souper, monsieur ?»« Oui, Jane. » Je sonnai et fis enlever le plateau. Lorsque nous fûmes de nouveau seuls, je tisonnai le feu et m'assis sur un siège bas aux genoux de mon maître. « Il est près de minuit, dis-je. »« Oui, mais rappelez-vous, Jane, que vous m'avez promis de veiller avec moi la nuit qui précéderait mon mariage. »« C'est vrai. Je tiendrai ma promesse, du moins pendant 1 heure ou 2. Je n'ai aucune envie d'aller me coucher. »« Avez-vous terminé tous vos préparatifs ?»« Oui, monsieur. » Et pour ma part, répliqua-t-il, j'ai également tout réglé. Nous quitterons Thornfield demain, 1 demi-heure à peine après notre retour de l'église. Très bien, monsieur. Avec quel extraordinaire sourire n'avez-vous pas prononcé ces mots, Jane? Quelle rougeur fiévreuse sur chacune de vos joues, comme vos yeux rayonnent étrangement. Vous sentez-vous bien? Je crois que oui. Vous croyez? Mais qu'y a-t-il donc? Dites-moi ce que vous ressentez. Mais je ne le puis, monsieur. Aucun mot ne saurait exprimer ce que j'éprouve. Je voudrais que cette heure ne s'achevât jamais. Qui sait de quel destin la suivante sera chargée?
C'est de la mélancolie, Jane. Vous êtes surexcité, fatigué à l'excès. Et vous, monsieur, vous sentez-vous calme, heureux? Calme? Non. Mais heureux jusqu'au fond du cœur. Je le regardais et lus sur son visage ardent, enfiévré, les marques du bonheur. Confiez-vous à moi, Jane, dit-il. Allégez votre esprit de tout souci qui lui pèse en m'en faisant part. Que craignez-vous? Que je ne sois pas un bon mari? Nulle idée n'est plus éloignée de ma pensée. Avez-vous des appréhensions au sujet du nouveau milieu dans lequel vous allez entrer, de la vie nouvelle qui va commencer pour vous? Non. Vous m'intriguez, Jane. Votre air, votre ton, à la fois triste et plein de courage, me déconcerte et me peine. Il me faut une explication. Alors, monsieur, écoutez-moi. Vous n'étiez pas à la maison la nuit dernière. Non, je le sais. Et vous avez fait allusion il y a un moment à quelque chose qui s'est passé en mon absence. Rien d'important sans doute, mais en bref, cela vous a troublé. Mettez-moi au courant peut-être des propos de Mrs. Fairfax ou des bavardages de domestiques que vous avez surpris. Ont-ils blessé votre amour-propre, votre susceptibilité? Non, monsieur. Minuit sonnait, j'attendis que la pendule eût cessé son carillon argentin, et l'horloge, les rauques vibrations de ses coups, et je continuai. Toute la journée d'hier, j'ai été très occupée, très heureuse dans mon incessante agitation, car je ne suis ni tourmentée, ni obsédée par la peur d'une vie nouvelle, etc., comme vous paraissez le croire. C'est pour moi une chose merveilleuse que d'avoir l'espoir de vivre avec vous, parce que je vous aime. Non, monsieur, ne me caressez pas maintenant, laissez-moi parler sans m'interrompre. Hier, j'avais foi en la Providence, je croyais que tous les événements se conjuguaient pour jouer en faveur de notre bonheur mutuel. C'était une belle journée, si vous vous le rappelez, le calme de l'air et du ciel interdisait toute inquiétude sur la sécurité et l'agrément de votre voyage. Après le thé, je me promenais pendant quelques instants sur la terrasse en pensant à vous. Je vous voyais si proche, en imagination, qu'à peine avais-je conscience que vous n'étiez pas effectivement présent. Je songeais à cette vie qui s'offrait à moi, votre vie, monsieur, une existence plus étendue, plus intense que la mienne. Ainsi, les profondeurs de la mer où le ruisseau se jette sont-elles plus vastes, plus agitées que les hauts fonds de son détroit resserré. Je me demandais pourquoi les moralistes appellent ce monde un triste désert. Il m'apparaissait comme une rose épanouie. Au coucher du soleil, l'air devint froid. Le ciel se couvrit de nuages. Je rentrai. Sophie me demanda de monter pour voir ma robe de mariée qu'on venait d'apporter. Au fond de la boîte, je trouvais votre présent, ce voile que, dans votre extravagance princière, vous aviez fait venir de Londres, décidé, supposais-je, puisque j'avais refusé les bijoux, à me faire accepter quelque chose d'aussi précieux. Je souris en le dépliant et je cherchais comment vous railler sur vos goûts aristocratiques, sur vos efforts pour dissimuler l'origine plébéienne de votre fiancé sous des parures de Pérès. Je ne savais comment m'y prendre pour vous apporter le carré de blonde sans nulle broderie que j'avais préparé moi-même pour couvrir ma tête d'humble lignage, et vous demander s'il n'était pas suffisant pour une femme qui n'apportait à son époux ni fortune, ni beauté, ni relation. Je voyais nettement l'air que vous prendriez. J'entendais vos impétueuses et démocratiques réponses, votre hautaine déclaration, que vous n'aviez pas besoin d'augmenter votre fortune ou d'occuper un rang plus élevé en épousant une bourse ou une couronne nobiliaire. « Comme vous lisez bien en moi, petite sorcière, » interrompit Mr. Rochester. « Mais qu'avez-vous trouvé dans le voile, en dehors de sa broderie? Y avez-vous trouvé du poison ou un poignard pour avoir à présent l'air si triste? » Non, non, monsieur. En dehors de la délicatesse et de la richesse de la dentelle, je n'ai rien trouvé, si ce n'est l'orgueil de Fairfax Rochester, et je n'en fus pas effrayée, car la vue de ce démon m'est familière. Cependant, monsieur, quand la nuit fut venue, le vent se leva. Il soufflait, hier soir, non pas comme il souffle à présent, furieusement et avec violence, mais il faisait entendre un gémissement lugubre, bien plus impressionnant. J'aurais voulu que vous fussiez à la maison. Je vins dans cette pièce et la vue de votre fauteuil vide, du foyer sans feu, me glaça. Peu après, j'allais me coucher, mais je ne pus dormir. J'étais la proie d'une excitation angoissée qui me plongeait dans la détresse.
La tempête augmentait toujours et semblait couvrir de sourdes plaintes qui venaient de la maison ou du dehors. Je ne pus m'en rendre compte tout d'abord, mais chaque fois que le vent se calmait, je réentendais ce vague et douloureux gémissement. Il me vint alors à l'idée que ce pouvait être un chien hurlant au loin. Je fus heureuse lorsque ce bruit cessa. Une fois endormie, le souvenir de cette nuit sombre, de ces bourrasques me poursuivit dans mes rêves. Je désirais toujours vivre avec vous, mais j'avais en même temps la sensation étrange et pénible de quelques barrières qui nous séparaient. Durant mon premier sommeil, je suivais les détours d'une route inconnue. Une obscurité totale m'environnait. Il pleuvait à torrents. J'avais à supporter le poids d'un petit enfant, une minuscule créature, trop jeune et trop faible pour marcher, qui grelottait dans mes bras glacés et poussait tristement des cris plaintifs. Je croyais, monsieur, que vous étiez loin devant moi sur la route. Je tendais tous mes nerfs pour vous rejoindre. Je faisais l'effort sur effort pour prononcer votre nom et vous supplier de vous arrêter, mais mes mouvements étaient enchaînés. Ma voix s'étranglait sans articuler les paroles. À chaque instant, je sentais que vous vous éloigniez un peu plus. Et ce sont ces rêves qui pèsent à présent sur votre esprit, Jane, alors que je suis près de vous. Nerveuse petite personne, oubliez ces malheurs imaginaires et ne pensez qu'à la réalité du bonheur. Vous m'avez dit que vous m'aimiez, Janet. Oui, je ne l'oublierai jamais. Vous ne pouvez le nier. Ces paroles-là n'ont pas expiré sur vos lèvres sans être prononcées. Je les entends encore, claires, douces, un peu trop solennelles, peut-être, mais suaves comme une musique. C'est pour moi une chose merveilleuse que d'avoir l'espoir de vivre avec vous, Edward, parce que je vous aime. M'aimez-vous, Jane? Répétez-le-moi. Je vous aime, monsieur. Je vous aime de tout mon cœur. Eh bien, dit-il, après quelques minutes de silence, c'est étrange, mais cette phrase m'a fait mal. Pourquoi? Peut-être est-ce parce que votre ton si énergique était plein d'une religieuse ardeur, parce que le regard que vous levez vers moi a la sublimité même de la foi, de la sincérité, de l'adoration. Vous me donnez trop l'impression qu'un pur esprit est à mes côtés. Prenez votre air malicieux, Jane, comme vous savez si bien le faire. Trouvez un de vos sourires bizarres, timides, provoquants. Dites-moi que vous me haïssez. Taquinez-moi, irritez-moi, faites n'importe quoi, mais il ne faut pas m'émouvoir. J'aime mieux être exaspérée qu'attristé. Je vous taquinerai, je vous exaspérerai à souhait lorsque j'aurai achevé mon récit. Mais écoutez-moi jusqu'au bout. Je croyais que vous m'aviez tout dit, Jane, et que ce rêve était la cause de votre mélancolie. Je hochai la tête. Quoi, y a-t-il autre chose? J'ai de la peine à croire que ce soit bien important. Je vous préviens d'avance de mon incrédulité. Continuez. Son air troublé, l'impatience un peu inquiète que décelait son attitude me surprirent. Je poursuivis cependant. J'ai fait un autre rêve, monsieur. Sandfield était une ruine déserte, un repère de chauves-souris et de hiboux. Il ne restait de son imposante façade qu'un pan de mur très haut, mince comme une coquille et d'aspect très fragile. Par une nuit claire de lune, j'errais dans l'enceinte envahie par l'herbe, me heurtant ici et là contre un marbre de cheminée ou un fragment de corniche écroulé. J'étais enveloppée d'un châle et portais toujours le petit enfant inconnu. Si fatiguée que fussent mes bras, et bien que son poids ralentit considérablement ma marche, je ne pouvais le poser nulle part. Il me fallait le garder. Au loin, sur la route, j'entendais le galop d'un cheval. J'étais certaine que c'était vous. Vous partiez pour de longues années dans un pays lointain. Avec une hâte frénétique et non sans péril, je me mis à escalader la frêle muraille, poussée par le désir ardent de vous apercevoir de là-haut. Les pierres roulaient sous mes pieds, les branches de lierre auxquelles je m'agrippais cédaient, l'enfant terrifié s'accrochait à mon cou et m'étranglait presque. Enfin, je parvins au sommet. Je vous vis comme un point sur une piste blanche, diminuant d'instant en instant. La tempête soufflait avec une telle violence que je ne pus rester debout. Je m'assis sur les trois rebords, je calmais l'enfant effrayé en le prenant sur mes genoux. Vous arriviez à ce moment à un tournant de la route, je me penchai en avant pour vous apercevoir une dernière fois. Le mur s'écroula, je fus
Toute secouée, l'enfant glissa de mes genoux, je perdis l'équilibre, tombais et m'éveillais. Et maintenant, Jane, est-ce tout? Ce n'était là que la préface, monsieur. L'histoire va seulement commencer. En m'éveillant, une lueur frappa mes yeux. Je me dis que c'était le jour. Mais je me trompais. Ce n'était que la lumière d'une chandelle. Sophie, supposais-je, avait dû entrer dans ma chambre. Il y avait une chandelle sur la table de toilette, et la porte de la penderie, dans laquelle j'avais suspendu ma robe de mariée et mon voile avant de me coucher, était ouverte. Un léger bruissement venait de là. « Sophie, que faites-vous » demandai-je. Personne ne répondit, mais une forme s'y montra, prit la chandelle, la souleva et examina les vêtements suspendus au porte-manteau. « Sophie, Sophie » m'écriai-je de nouveau. Mais le silence persista. Je me dressai sur mon lit et me penchai en avant. La surprise tout d'abord, puis l'effarement s'emparèrent de moi. Mon sang se glaça dans mes veines. « Monsieur Rochester, ce n'était pas Sophie, ce n'était pas Alice, ce n'était pas Mrs. Fairfax, ce n'était pas... Non, j'en étais sûre, je le suis encore, ce n'était même pas Grace Poole, cette femme étrange. » « Il fallait bien que ce fût l'une d'elles, » interrompit mon maître. « Non, monsieur, je vous jure le contraire. La personne qui se tenait devant moi n'avait jamais paru devant mes yeux dans l'enceinte de Thornfield Hall. La taille, la silhouette, tout était nouveau pour moi. » « Faites-moi la description, Jane. » C'était en apparence une grande et forte femme, monsieur, avec une chevelure épaisse et sombre qui tombait au bas de son dos. Je ne sais quel vêtement elle portait. Il était blanc, étroit, mais était-ce une robe, un drap ou un suaire? Je ne pouvais le dire. Avez-vous vu son visage? Non, pas tout de suite. Mais elle ne tarda pas à prendre mon voile, à le soulever, à le contempler longuement, puis, le jetant sur sa tête, se tourna vers la glace. À ce moment, je vis très distinctement le visage et les traits reflétés dans le rectangle du sombre miroir. Comment était-il? Il me parut effrayant, horrible. Oh, monsieur, je n'avais jamais vu pareil visage. C'était un visage décoloré, un visage farouche. Je voudrais pouvoir oublier le roulement de ses yeux rouges, ses traits affreusement boursouflés, noirâtres. Les fantômes sont pâles d'habitude, Jane. Celui-ci, monsieur, était violacé, les lèvres étaient noires et gonflées, le front sillonné de rides, les sombres sourcils largement arqués au-dessus des yeux injectés de sang. Vous dirais-je à quoi il me fit penser? Vous pouvez le dire, à ce hideux spectre germanique, le vampire. Ah, et que fit-il? Monsieur, il enleva mon voile de sa tête décharnée, le déchira en deux, et jetant les morceaux à terre, les piétina. Et ensuite, il écarta le rideau de la fenêtre et regarda dehors. Peut-être vit-il que l'aube approchait, car, prenant la chandelle, il recula jusqu'à la porte. Il s'arrêta tout à côté de mon lit, ses yeux flamboyants me lancèrent des regards courroucés. Puis brusquement, il approcha la chandelle tout près de mon visage et l'éteignit sous mes yeux. J'eus la vision de sa face sinistre, enflammée de colère au-dessus de la mienne. Je perdis connaissance. Pour la seconde fois de ma vie, la seconde fois seulement, je m'évanouis de terreur. Qui était auprès de vous lorsque vous avez repris connaissance? Personne, monsieur, si ce n'est le grand jour. Je me levai, me baignai la tête et le visage et bus une longue gorgée d'eau. Je sentis que, en dépit de ma faiblesse, je n'étais pas souffrante et je résolus de ne dire qu'à vous seul ce que j'avais vu. Maintenant, monsieur, dites-moi, qui était cette femme? Le produit d'un cerveau surexcité, cela est certain. Il me faudra prendre grand soin de vous, mon trésor. Des nerfs comme les vôtres ne sont pas faits pour être soumis à dure épreuve. Croyez bien, monsieur, que mes nerfs n'étaient pas en cause. Il s'agit d'un fait réel. Cet incident a eu effectivement lieu. Et vos précédents rêves, étaient-ils réels eux aussi? Thornfield Hall est-il une ruine? Suis-je séparé de vous par d'insurmontables obstacles? Vais-je vous quitter sans une larme, sans un baiser, sans un mot? Pas encore. Suis-je sur le point de le faire? Le jour qui doit nous lier indissolublement est déjà commencé. Et quand nous serons unis, vous n'aurez plus de ces terreurs imaginaires, je vous le garantis. Des terreurs imaginaires, monsieur. Je voudrais pouvoir croire que ce n'est que cela. Je le voudrais.
maintenant plus que jamais, puisque vous-même ne pouvez m'expliquer le mystère de cette terrible visiteuse. Si je ne puis l'expliquer, Jane, c'est que tout cela est irréel. Mais, monsieur, lorsque ce matin, en me levant, je me disais la même chose, tout en parcourant ma chambre du regard pour affermir mon courage et tirer réconfort de l'aspect joyeux que le grand jour donnait à tous les objets familiers, que vis-je sur le tapis et qui démentait formellement mes hypothèses? Je vis le voile déchiré de haut en bas en 2 morceaux. Mr. Rochester tressaillit, frissonna et, me pressant dans ses bras avec fougue, s'exclama. Dieu soit loué. Si quelque être malfaisant s'est introduit auprès de vous la nuit dernière, seul le voile en a souffert. Oh, quand je pense à ce qui aurait pu arriver. Il était haletant et me serrait si fort contre lui que je pouvais à peine respirer. Après quelques minutes de silence, il reprit d'un ton enjoué. Maintenant, Janet, je vais tout vous expliquer. C'était à moitié un rêve, à moitié une réalité. Sans nul doute, une femme est entrée dans votre chambre et cette femme ne pouvait être que Grace Poole. Vous dites vous-même que c'est une créature bizarre. Et d'après tout ce que vous savez, vous avez des raisons pour la qualifier ainsi. Que m'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle fait à Mason? Dans un demi-sommeil, vous avez remarqué son entrée, ses faits et gestes, mais fiévreuse comme vous l'étiez, presque délirante. Vous lui avez prêté l'apparence d'un esprit malfaisant, apparence différente de la sienne. La longue chevelure flottant en désordre, le visage bouffi et noirâtre, la stature exagérée, tout cela, enfanté par votre imagination, est le simple effet d'un cauchemar. Le voile déchiré par dépit est bien une réalité, et de sa façon. Vous allez me demander pourquoi je garde une telle femme chez moi. Je vous le dirai quand nous serons mariés depuis 1 an et 1 jour. Mais pas à présent. Êtes-vous satisfaite, Jane? Acceptez-vous mon explication de ce mystère? Je réfléchis et elle me parut réellement la seule possible. Satisfaite, je ne l'étais pas. Mais pour lui faire plaisir, je m'efforçais de le paraître. Il est certain que je me sentais soulagée. Aussi lui répondis-je par un sourire de contentement. Puis, comme il était bien plus d'1 heure, je me disposais à le quitter. Sophie ne couche-t-elle pas avec Adèle dans la nurserie, me demanda-t-il pendant que j'allumais ma chandelle. Si, monsieur. Il y a assez de place pour vous dans le petit lit d'Adèle. Partagez-le avec elle cette nuit, Jane. Il n'y a rien de surprenant à ce que l'incident que vous m'avez raconté vous ait rendue nerveuse. J'aimerais mieux que vous ne couchiez pas seule. Promettez-moi d'aller dans la nurserie. J'irai très volontiers, monsieur. Fermez bien la porte à l'intérieur, pour votre sécurité. Réveillez Sophie quand vous monterez, sous le prétexte de lui demander de vous appeler en temps voulu demain matin. Il faudra que vous soyez prête et que vous ayez déjeuné avant 8 heures. Et maintenant, plus de sombres pensées. Chassez les tristes soucis. Jeannette. N'entendez-vous pas que le vent calmé n'est plus qu'un doux murmure? La pluie a cessé de battre contre les vitres. Regardez, il souleva le rideau. Quelle nuit merveilleuse! C'était vrai. La moitié du ciel était dégagée et pure. Le vent avait changé de direction et soufflait à présent de l'ouest, chassant devant lui toute une cohorte de nuages qui fuyaient vers l'est en longues colonnes argentées. La lune brillait paisiblement. « Eh bien, me dit Mr. Rochester en plongeant dans mes yeux un regard interrogateur, comment va ma petite Jane maintenant ?»« La nuit est sereine, monsieur. Je le suis aussi. » Et vous ne rêverez plus de séparation, de chagrin cette nuit, mais d'amour heureux, d'union parfaite. Cette prédiction ne se réalisa qu'à demi. Je ne fis pas de pénibles rêves, il est vrai, mais je n'en fis pas non plus de joyeux, car je ne dormis pas du tout. Tenant la petite Adèle dans mes bras, je contemplais le sommeil de l'enfant, si calme, si pur, si innocent, et j'attendis que vint le jour. Une vie frémissante faisait vibrer tout mon être, et dès que le soleil fut levé, je me levai aussi. Je me souviens qu'Adèle s'accrocha à moi quand je voulus la quitter. Je me souviens de l'avoir embrassée en détachant ses petites mains de mon cou et, penchée sur elle, en proie à une étrange émotion, je me mis à pleurer et la laissai de peur de troubler son repos, encore profond par mes sanglots. Elle m'apparaissait comme le symbole de ma vie passée. Et lui, pour qui j'allais me parer avant d'aller à sa rencontre,
me semblait l'emblème redouté mais adoré de mon avenir inconnu. Et c'est la fin du chapitre 25. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. J'ai un petit peu trébuché sur les mots. Voilà. C'est calme. Plus de train, plus trop de voitures. Enfin, je dis c'est calme. Il y a quand même beaucoup de vie. Pardon. Pardon encore. Le micro est tombé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Par contre, j'ai des fourmis dans les jambes, ça c'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette lecture et pour d'autres. J'ai envie de continuer. Je vais peut-être lire le chapitre 26. Mais je vais faire une autre vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.